Merci de vous joindre à nous. Madame, Messieurs, bonsoir. Le point de quelques actualités ce soir, c'est avec Madame Fatouma Louhaloué, qui est chargée des missions de marché de la liberté, le marché qui s'appelle concrètement Laurent Désiré Kabila. Elle est également cadre du PPRD et membre de l'exécutif national. Madame, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est la première fois. Hein? Merci. Oui. Et vous êtes la 4e femme, non la 5e que je reçois sur ce plateau. C'est encore trop peu. En tout cas, merci de vous prêter à l'exercice et surtout d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avec vous, nous allons parler politique, on ne parlera pas femme. On vous reçoit en tant qu'acteur politique. Merci. Alors, vous êtes aussi de la diaspora, je le dis comme ça, vous avez déjà vécu longtemps ici, plus de 10 ans à Kinshasa, donc vous êtes déjà quinoise, mais vous veniez de la diaspora lors de l'arrivée de Mouzé. Alors, quel regard portez-vous sur le Congo d'il y a 10 ans et le Congo d'aujourd'hui? Oui, c'est intéressant de poser cette question, surtout par rapport aux Congolais qui ont passé 20 ans, 15 ans, 20 ans sous d'autres cieux, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Et la plupart de ces Congolais, bon, moi j'ai fait plus de 10 ans, pratiquement 15, depuis que je suis rentrée, mais le constat est toujours le même, c'est qu'ils ne reconnaissent plus la ville, ils voient vraiment que le côté modernisation, c'est vraiment palpable. Moi, quand je suis arrivée à l'époque, en 99... Le côté modernisation partant du marché que vous gérez? Aussi, ça fait vraiment partie de ça. Parce que le marché étant situé géographiquement dans la banlieue, il fallait vraiment une structure comme ça pour donner cet élan-là au niveau de la modernisation. Tu vois, le marché, c'est un peu comme un mall, mais bon, adapté au lieu là où il se trouve, quoi. Adapté, vous pensez? Oui, parce que c'est la banlieue, les gens sont un peu démunis, toutes les structures sont pas réunies. Mais les habitants de la Tchango ne s'approprient pas de ce marché. Ça, c'est totalement faux, ça c'est totalement faux. C'est vrai qu'au début, il y a eu un facteur où les gens n'ont pas été sensibilisés. Alors, avec les habitudes africaines qui font qu'on vend toujours par terre et dans les ONG, pour que les gens comprennent que c'est une structure moderne, il a fallu sensibiliser pendant beaucoup d'années. Donc je crois qu'après 5-6 ans, les gens se sont réellement appropriés ce marché. Aujourd'hui, c'est vraiment un symbole de développement, socialement parlant, mais nous voyons toujours, parlant. quand vous faites un tour au marché central, ici au centre-ville, il y a la plupart de ceux qui remplissent ce marché sont les natifs de la Tchango. Oui, c'est vrai. Comment expliquez-vous cela? Non, ça s'explique facilement. Il y a des millions et des millions d'habitants dans ce district qu'on appelle la Chine populaire. Et le marché de la liberté ne peut pas accueillir tous ces millions de personnes. Mais le marché a créé quand même un certain équilibre du point de vue des engorgements du district. Ok. Alors, qu'est-ce qui explique la longévité au sein de votre longévité, au sein de la gérance de ce marché? Parce que depuis son existence, vous la gérez jusqu'à présent. Cette question, on me la pose souvent. Alors, Vous gardez le monopole de gestion, c'est ça? Oh, vous savez, le monopole de gestion, moi, je ne le garde pas. Il y a des autorités qui nous gèrent. Nous sommes sous tutelle de l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est vrai que j'ai vu passer des gouverneurs, mais je pense que si je suis toujours là, peut-être parce que le travail n'est pas si mal fait et parce que j'ai... Et quelqu'un d'autre ne pourra pas mieux faire que vous. Si personne n'est indispensable, les institutions restent et les hommes passent. Ça, nous en sommes conscients. Mais ça, c'est le langage propre au PPRDien Non, c'est le langage propre à tous les membres. À part Kabila, il n'y a pas de compétences même pour les vous, fonctionnaires. mais à part vous aussi, il n'y a pas de compétences pour prendre votre place. Non, pas du tout. Même les fonctionnaires, ils le disent. Les institutions restent et les hommes passent. Non, je sais que je passerai, mais je tiens à ce que le marché de la liberté reste et je ne suis pas dans cette optique où il faut absolument qu'il y ait quelqu'un à un endroit. Non, c'est pas ça ma vision. Ok. Alors les institutions
restent, les hommes passent, et effectivement, les hommes sont passés dans le bureau de l'Assemblée nationale, donc le vote a eu finalement lieu, il y a eu des remplaçants de membres de G7 qui étaient tantôt exclus, tantôt partis d'eux-mêmes, auto-exclus, on ne sait pas la vérité où c'est sur tutelle. Alors, comment voyez-vous cet aspect, le fait que la majorité continue à garder, la majorité présidentielle continue à garder sa majorité contre toute attente? Mais c'est pas contre toute attente d'après moi, parce que si vous suivez un peu, vous circulez au niveau des chaînes locales, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de mouvements de soutien justement auprès du chef de l'État. Alors cette majorité, elle est réelle. Il y a plein de partis politiques, il y a plein de structures qui sont là pour soutenir le président de la République. Donc au niveau de la majorité, moi je suis très contente qu'on ait pu récupérer la place de vice-président. Je crois qu'on est tous contents, je suis pas la seule. Et ça prouve encore une fois de plus que le président est plutôt soutenu plus que ce que l'on croit. Mais le Kondo je pense qu'il est mécontent, hein, le fait qu'il n'a pas occupé... Moi, je crois pas. Mais pourtant, il y a eu quand même beaucoup de députés, beaucoup de voix qui ont voté en sa faveur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de trahison au sein de l'AMP quand même, qui ne dit pas son nom, où les départs peuvent encore continuer à s'annoncer, vu ce qui s'est passé au vote du bureau de l'Assemblée nationale? J'ai pas la réponse, c'est possible, mais toutefois... l'honorable Lokondo a eu, je crois, 161 voix. C'est pas mal du tout. C'est un homme qui a un long cursus. Hein. C'est un homme politique de longue date. Et je crois que les 161 voix qu'il a eues, ça prouve que de toute façon, il y a eu un soutien. Mais tu vois, quand deux équipes s'affrontent, il faut toujours qu'il y en ait une qui arrive au bout. Je ne crois pas qu'il est déçu comme vous l'avez dit, je ne pense pas. Je pense que c'est un homme qui se fortifie, parce que je le connais un peu aussi. Il se fortifie et il s'est fortifié encore davantage parce qu'il sait que tôt ou tard il arrivera à ses objectifs, politiquement parlant. Ben, on espère pour lui, hein. On espère pour lui. Vous êtes du PPRD, je le disais au début de l'émission, et votre secrétaire général, Henri Mauvin, se trouve actuellement à l'ex-Katanga. On ne sait pas le dire au Katanga ou l'ex-Katanga pour mobiliser, sensibiliser les membres du PPRD. On va dire que c'est devenu un terrain quand même à conquérir. C'est cette contrée-là, après le départ de Katumbi, et maintenant qu'il est revenu au pays, il est revenu dans le Katanga. Aussitôt, le secrétaire général s'y est rendu. Est-ce que c'est devenu un terrain à reconquérir finalement pour le PPRD? Pourquoi pas? Parce que la province, l'ex-province du Katanga, est une province où les âmes, les tempéraments ont toujours été un peu chauds. Maintenant, vous avez le Haut-Katanga, le Tanganyika. Effectivement, il faut reconquérir et conquérir encore et consolider aussi les acquis. C'est très important. Et dans le cadre de du découpage... de Katumba, alors Katumbi. Là, vous me parlez du secrétaire général Henri Mauvin. Alors cette reconquête, c'est dû au départ de Katumbi? Absolument pas. Absolument pas. Ça n'a strictement rien à voir. Je crois que le secrétaire général Henri Mauvin, Sakani, fait cette tournée dans le cadre de la redynamisation des activités du parti. S'il doit y avoir des rencontres ou autres avec l'ex-gouverneur qui a démissionné, là, je ne saurais pas répondre à cette question à sa place. Il faudrait la lui poser. Mais à une année de prochaines élections présidentielles, comment voyez-vous l'avenir de cette structure politique, de votre structure politique, vu que vous n'aviez pas encore annoncé un dauphin pour la présidence de la République? Et il y a trop de barrières pour le président Kabila, le fait que
il ne peut plus se représenter, il ne peut pas faire une autre tentative. Tout le monde est aux aguets à ce sujet. Comment voyez-vous Tout le monde est aux aguets, tout le monde cherche comment faire pour récupérer le pouvoir et le président fait peur à tout le monde parce que on se dit s'il continue, je crois que les gens ont peur du chef de l'État. Mais il devrait pas en principe, on ne devrait pas en principe avoir peur de lui. Hein. Il devrait je crois pas. Il doit faire preuve d'élégance. Il est élégant. C'est un monsieur très élégant et moi je crois que quel que soit le moment où les élections seront organisées, parce que le chef de l'État n'a pas l'intention de changer la Constitution, il l'a dit. Quel que soit le moment où les élections présidentielles... Là, attends, je vais terminer cette question que tu viens de me poser. Je crois qu'il faut quand même être élégant, être courtois, être reconnaissant, parce que c'est un président qui nous a amené énormément de choses. De là à énumérer, je ne crois pas que je vais le faire. Je pense que les hommes qui sont de bonne foi peuvent le voir. Et lorsqu'il doit être reconnaissant, on voit qu'on lui a attribué et de laisser le fauteuil à une autre personne. Je pense que c'est l'objectif de l'organisation des élections apaisées, c'est de faire cette remise et reprise. Tout le monde en est conscient. Mais il ne faut pas attribuer au chef de l'État des choses incroyables parce que je crois que lorsqu'il partira, peut-être que c'est toujours, nul n'est prophète sur sa terre. C'est surtout à ce moment-là qu'on pourra réellement voir les actes qui ont été posés par le chef de l'État, Joseph Kabila. Mais en quoi votre parti politique est différent du PPRD? Parce qu'il y a quand même de ressemblances maintenant. On vénère le président de la République, il est là depuis toujours et il ne présente pas son dauphin, il n'en a même pas l'intention. C'est vous qui le dites. En quoi aujourd'hui votre parti politique est-il différent du PPRD? Parce que ceux qui sont partis de votre parti, Francis Kalombo en l'occurrence, le traite de dictateur. Il ne veut pas que cette dictature puisse continuer. Bon, ce qu'a dit Francis Kalombo, personnellement, je ne l'ai pas suivi. Là, nous parlons du PPRD. Moi, je suis cadre et membre de l'exécutif national. Okay. Notre objectif, c'est de soutenir le chef de l'État avant, pendant, après les élections. C'est l'objectif du parti. Le parti a un projet de société qu'il essaye d'appliquer. Mais vous savez, les hommes sont méchants parce qu'on fait tout pour empêcher le chef de l'État de faire le maximum de choses. Mais étant un homme de terrain et un homme déterminé, moi je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'il fait pendant qu'il est combattu de toutes parts, pendant qu'on ne fait que le critiquer, pendant que tout le monde est en train de voir qui va être où. Je pense que c'est ma vision, c'est vraiment ce que je pense. Alors que le G7 va présenter son candidat pour la présidentielle 2016 à une plateforme qui n'existe que depuis quelque temps, déjà s'organise pour présenter un candidat. Et pourquoi l'AMP ne veut pas, finalement, puisque nous sommes déjà à 1 an des prochaines élections, pourquoi l'AMP n'annonce pas son dauphin? Pourquoi elle n'organise pas un congrès pour ce faire? Et pourquoi elle ne veut pas aborder cette question? Ça devient comme un tabou quand on la pose. C'est pas un tabou. Les gens n'ont pas le droit de s'immiscer dans la gestion interne de la majorité présidentielle. Je ne crois pas qu'il faut se faire du souci. S'il y a un dauphin à annoncer à un certain moment donné, ça sera fait. Il ne faut pas aller là. C'est comme ça qu'on dit en lingala. Je crois que ce sera fait au moment opportun. Toutefois, il y a tellement de paramètres à réunir pour que ces choses-là se passent qu'il faut vraiment faire attention quand il s'agit de certaines choses au niveau de la très haute politique. Il faut quand même que ça soit réfléchi et sérieux. On ne peut pas aller rapidement dans certaines choses juste parce que une certaine sphère le demande. Je ne crois pas à ça. Le peuple le demande, pas une certaine sphère. Non, le peuple, il est plutôt calme, je vous le dis parce que je vis avec le peuple. Le peuple, il est plutôt calme plus que les acteurs politiques, particulièrement de l'opposition, qui sont très agités. Même, ils en arrivent à contaminer ceux
de la majorité, qui commence aussi à s'agiter pour rien. Le peuple, lui, dans tout ça, il est en train de voir si on va continuer ce développement, si on va continuer à aller de l'avant, ou si à un moment donné, pour des raisons quelconques, parce que vous savez, les opinions divergent. Au niveau de l'opposition, on dit que ce qui est élection est zaté et koyinda. Au niveau de la majorité, on dit ce qui est élection est zaté et koleka. Bon, alors finalement, le peuple se dit quoi? Est-ce qu'on va revenir en arrière et s'il n'y a pas d'élection en 2016, on va encore commencer à se tirer avec des chars de combat? C'est peut-être le contraire. C'est plutôt la majorité qui pense que sans Kabila, c'est les chaos et l'opposition ne veut pas au glissement. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que nous apprécions le travail que fait le chef de l'État et c'est pourquoi vous avez vu les partis politiques se réunir et devenir une majorité présidentielle. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Tout comme l'opposition s'exprime. Il n'y a pas de problème, c'est la démocratie. On va quand même reconnaître une évolution au sein de la politique congolaise par rapport à la lettre qu'a adressée les membres du G7 au président Kabila pour lui mettre en garde. C'est une lettre qui vient après la lettre de 13 parlementaires, la célèbre lettre de 13 parlementaires. C'est pas très joli l'expression mettre en garde le chef de l'État. Je n'apprécie pas tellement. Toutefois, je pense que, faisant partie de cette majorité, le G7 avait d'autres moyens de faire savoir au chef de l'État certaines choses, parce qu'ils ont l'occasion de se concerter. Le G7 a réellement voulu nuire en écrivant cette lettre qui avait été envoyée de toutes parts, tu le sais, avant même que le président la reçoive, elle était déjà partie. Ce sont des intentions qui sont déjà connues. Actuellement, il y a des émissions qui se font où les gens commencent à dénoncer. Et on sait maintenant, l'histoire du G7, on la connaît un peu plus dans le détail. Il y a maintenant beaucoup plus de clarté. Oui, sur la démarche du G7. C'est ça, donc des questions de pouvoir, on veut bien. La population, c'est ça qu'elle craint en fait. Elle craint parce que quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Et moi, au niveau de la base que je représente, eh ben, on voudrait pas qu'il y ait du sang qui coule, des pillages, des morts, les infrastructures chèrement acquises, détruites. On veut pas de tout ça. On veut pas de tout ça. Et je pense que les acteurs politiques, quelle que soit la tendance là où ils sont, ont l'obligation de penser au peuple. Okay. Pour qu'il n'y ait pas de dégâts, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Bon, là, tu voulais m'envoyer sur le terrain du glissement. donc qui est finalement vous espérez à l'atterrissage en douceur, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Évidemment. Et cet atterrissage en douceur dépend du PPRD, bien entendu. Écoutez, je pense que tout dépend de la bonne volonté des institutions chargées d'organiser les élections, des acteurs politiques, membres du gouvernement, opposition, majorité. Je pense que tout dépend de la bonne volonté de tout un chacun, en essayant de voir l'intérêt général, quoi. Moi, j'insiste sur ça. Alors, tout dépend également de la nouvelle structure de la CENI, que beaucoup demandent à ce que la CENI puisse être restructurée. Là, nous allons parler des élections. Après la démission de l'abbé Malou Malou, certains députés demandent à ce qu'on en profite pour restructurer la CENI. Qu'en pensez-vous? Ouais, ben, c'est toujours des intérêts cachés, mais de toute façon, il est vrai que logiquement, quand un bureau se dissout à la tête, bon, parfois les réaménagements sont là, bon, que les candidats se manifestent et qu'on organise. Alors, entre un religieux et un laïque, qui voulez-vous Personnellement, voir à la moi, tête? je préférerais un religieux. Un religieux et la plupart des organisations de la société civile propose l'archibishop Coutinho Fernando comme candidat potentiel à la présidence de la CENI. Quel est votre avis là-dessus? Non, moi je ne voterai pas pour lui personnellement, mais c'est la démocratie, j'ai le droit, j'ai une opinion. Ce ne serait pas lui que je voterais. Mais je suis pour que ça reste dans des personnes religieuses parce que c'est important d'avoir une vision. Dites-nous pourquoi vous ne voulez pas voir Coutinho à la tête de la CENI? Parce que je pense que j'aimerais plus voir quelqu'un qui est très non conflictuel
qui n'a pas d'antécédents conflictuels, raison ou tort, quand vous avez déjà des antécédents conflictuels. C'est mon opinion, hein, je donne mon opinion, mais Magic. Mais justement, Ouais, justement, ça vous j'ai engage. ce courage, oui, je m'engage. Oui. Ça vous engage, alors dites-nous, puisque vous êtes courageuse, dites-nous alors, qu'est-ce que vous reprochez à ce dernier? Non, je ne Quel reproche antécédent a-t-il eu et avec qui? Bon, là, je ne vais pas citer de nom, mais je sais qu'il a eu pas mal de conflits que je ne voudrais pas étaler ici, ce ne sera pas très joli. Alors, dans ce cadre-là, peut-être prendre quelqu'un de nouveau, justement, qui n'a pas été cité dans certaines affaires où les gens pourraient prendre position dès le départ. En 2015, les experts disent qu'il ne sera pas plus possible d'organiser les élections. C'est vrai que ça fait peur à tout le monde, mais je crois que si actuellement vous voyez des agitations au niveau de toutes les structures à restituer, c'est un domaine très particulier, c'est vraiment il faut être expert de la CENI pour... Mais justement, puisque les experts pensent qu'après les 20 décembre, ça ne sera plus possible d'organiser les élections, et les 20 décembre 2015, c'est à 2 mois, est-ce que la MP n'a pas peur de représailles d'après décembre 2016? Des représailles de qui? Du peuple. Du peuple, je ne crois pas. Qui ne sera pas d'accord, qui d'ailleurs n'est vraiment pas d'accord, qui conçoit mal que les organisations, aucune élection ne soit organisée jusque-là, alors que les gouvernements qui financent les élections étaient censés prévoir Oui, c'est vrai qu'il y a des opinions. Les opinions, elles sont là, surtout pour les membres des partis politiques. Mais il faut savoir qu'au niveau de la population, il n'y a pas que des gens qui sont dans des partis politiques. Il y a des simples civils qui sont de citoyens. Alors, les représailles, c'est qui les craint? Je ne sais pas, parce que moi, là où je suis, pour le moment, je trouve une population plutôt apaisée et qui observe et qui attend qu'on puisse justement en arriver à confirmer ou non la tenue des élections à telle date. Ça n'a pas encore été fait. Alors, je ne voudrais pas m'engager dans ce débat. Mais personnellement, je pense que les représailles, par qui? Parce que qui organise toujours des représailles quand y a une mésentente ou un désaccord? Souvent, c'est les acteurs politiques eux-mêmes, issus particulièrement de l'opposition, qui organise des représailles. Ça fait partie de leur, oui, mais souvent c'est de leurs attributions, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas si les attributions de l'opposition, c'est de faire se soulever le peuple, j'en sais rien, parce qu'il faut se rendre compte de ce qu'on perd quand on détruit. On perd beaucoup quand on détruit. Et pour reconstruire, ça prend trop de temps et ça demande des moyens. Donc, c'est les amis qui espèrent des représailles en cas de ou en cas de, faut qu'ils puissent quand même être un peu plus... Mais vous qui craignez qu'on puisse détruire ce qu'on a construit, vous de l'AMP, du PPRD précisément, alors pourquoi ne prévenir, pourquoi ne faites-vous pas en sorte que cela n'arrive pas? C'est ce qui est en train de faire, par exemple, les élections. C'est ce qui est en train de faire. C'est ce qui est en train de se faire. Attentes de la population. C'est ce qui est en train de se faire. Les choses sont en train de se faire réellement. Les institutions sont en train de bouger dans tous les sens. C'est ce qui est en train de se faire. Je crois que le départ de l'abbé Malou Malou, vous avez vu déjà beaucoup de réactions.
Et je ne crois pas que ça va traîner pour qu'on puisse mettre à la tête de la CENI quelqu'un qui pourra reprendre le bâton de commandement pour répondre aux attentes du peuple congolais. Je crois ça. Mais alors, les gens pensent que le gouvernement joue quand même au jeu du glissement, vu que la CENI, vu que c'est vrai qu'on attend le calendrier électoral réaménagé, et tout de suite la CENI pose le problème de financement qu'elle doit recevoir du gouvernement. Est-ce que vous ne pensez quand même pas que le gouvernement, depuis un certain temps, est en train de jouer le rôle du glissement, le jeu ou le rôle du glissement? Écoutez, le jeu que joue le gouvernement, si c'est le jeu du glissement ou si c'est le jeu de je ne sais pas, nous voudrions aller au dialogue parce que il y a des choses qu'on n'en parle pas sur la place publique. Et il me semble que lorsque les acteurs politiques iront au dialogue, c'est là où certaines questions très importantes vont pouvoir se poser et avoir des réponses. C'est ce que je crois sincèrement. C'est pourquoi tu constateras qu'au niveau du marché de la liberté, avec la population, d'après des sondages que nous avons quand même réalisés sur le terrain, les gens sont plus favorables au dialogue. Parce que les gens se disent que comme on ne s'entend pas là sur certaines choses très importantes... Mais c'est quelle population que vous fréquentez ? Eh bien, on se pose la question en ce moment. Fréquenter, c'est une bonne question. On a l'impression, comme qui dirait, il y a eu une RDC de PPRD et il y a une autre RDC de l'opposition. Quand l'opposition voit rouge, vous voyez vert. Quand le peuple voit noir, et vous voyez blanc. En tout cas, je ne suis pas concernée. Parce que vous voyez, je suis issue d'un parti politique, le PPRD. Je suis cadre et membre de l'exécutif national, donc je suis ce qui se passe réellement. Je suis également chargée de mission au marché de la liberté. Alors ça veut dire que j'ai vraiment les deux points de vue dans mes mains. De ce côté, j'ai le point de vue de ce qu'on appelle la base, le peuple, et de l'autre côté, j'ai le point de vue des politiques. Donc réellement, je crois que quand je parle de ce peuple-là, je parle des commerçants, des vendeurs, de la jeunesse, des mamans, toutes tendances confondues, que ce soit les mamans commerçantes à des hauts niveaux jusqu'aux mamans maraîchères. La jeunesse, c'est aussi quelque chose de très important, parce qu'au niveau de là où moi je travaille, la jeunesse, c'est plus de 50%. Alors, tu vois, je sais exactement ce que je dis. Je sais exactement ce que je dis quand je parle de cet équilibre à maintenir. Parce que c'est pas tout le monde qui fait la politique. Et c'est pas tout le monde qui est content de voir les conséquences de cette politique. Et c'est ce qu'on voudrait éviter pour ne pas qu'on puisse perdre ce qu'on a chèrement acquis. Il faut vraiment pas que ça en arrive. Mais il y a un autre problème, puisque nous sommes dans le chapitre élection, un autre problème, c'est également la révision du calendrier, du fichier électoral pour des élections apaisées. Comment va-t-on la résoudre? Personnellement, si on devait changer le calendrier électoral, je crois que certainement il y aurait de bonnes raisons. Et nous cherchons la paix. Je crois qu'il faut souvent se le rappeler, nous cherchons la paix. Le mot apaiser, quand on parle d'élections, soit provinciales, soit au niveau présidentiel, c'est pas pour rien. On met toujours les élections apaisées. S'il faut changer des dates, ce sont des choses qui arrivent. Tu vois, dernièrement, j'ai été invitée à un mariage. On m'a dit non, maman, on a reporté le mariage parce que justement, Mbongo et Koka quitté. Alors, bon, j'ai dit, bon, ok, bon, on va changer la date des invitations. Bon, tu vois, ce sont des choses qui arrivent dans des circonstances précises. Alors, si jamais ça devait être fait, qu'on soit clair et qu'on puisse annoncer sérieusement aux gens que voilà, au lieu que ce soit prévu pour le 18 octobre, eh bien, ce sera peut-être pour le 20 ou le 22 ou le 25. Mais il faut avoir la franchise et la sincérité quand on va dans ce sujet, vraiment. Ça, c'est une femme qui parle ou un acteur politique qui Moi, parle? je suis les deux. Ouais. Ok, Ouais. ok. Oh, on utilise une femme pour que, avec votre voix, que les gens puissent un peu... Non, je sais pas. Non, Vous pas savez, du au tout. niveau de mon travail, je me comporte pas comme une femme.
pour être Vous vous comportez manager. comme un être humain. Je me comporte comme un homme dans mon travail parce que c'est comme ça qu'on dirige. Il faut être sévère, autoritaire, Alors, histoires des puisque hommes, tout ça. vous avez évoqué ça vous enlève pas votre côté femme, hein? Non. Quelle est la place de la femme dans le dialogue? Ben, il faut qu'elle y soit, évidemment, il faut qu'elle y soit. Alors, des fois, on n'est pas contente parce qu'on trouve que le nombre La femme est quand même exclue, hein, par oui, moment. on est toujours écrasé par la coutume. On est très tradition, coutume. Alors, des fois, bon, ça fait que le nombre n'est pas assez. Mais quand même, ça va. Je trouve que au fil des années, la femme s'est bien démarquée politiquement parlant. Mais voilà. Alors, puisque les dialogues est vivement demandé par les uns et par les autres, même par la communauté internationale, on a entendu via le canal, mais finalement la communauté internationale s'est mélangée. Hein. On a le ministère d'Obama qui a recommandé vivement ce dialogue et après que l'UDPS ait retiré ses membres du privé dialogue, mais l'UDPS tient quand même au déroulement l'UDPS également, le PPRD tient quand même au déroulement de ce dialogue. Mais l'UDPS y tenait. Maintenant, je ne sais plus tellement quelle est leur position. Mais c'est eux qui avaient demandé ce dialogue. Alors, je ne sais plus. En ces derniers temps, les gens changent un peu de position comme ça du jour au lendemain. Mais de toute façon, la majorité veut réellement convaincre tout le monde que c'est autour de ce dialogue-là qu'on pourra régler des questions très importantes. Mais comment résoudre ce problème des consensus si l'un est toujours à l'antipode de l'autre? Ben, il faut convaincre. Il faut convaincre. Comment convaincre? Ben, par les actes, par faire des plaidoyers, c'est le travail justement des partis politiques, même de la société civile, du gouvernement. C'est le travail de tout un chacun, sérieusement. Mais de l'autre côté, il y a quelques membres de l'opposition qui ne trouvent pas d'opportunité à ce dialogue, qui pensent que c'est sans objet à la veille des élections. C'est ça le problème, c'est que au niveau de l'opposition, ils doivent savoir qu'il y a une majorité. Ils veulent pas reconnaître d'abord cette majorité. Et la majorité, cela joue pour écraser cette minorité. Et quel est le rôle de la majorité? Dans la politique. Mais le rôle de la majorité est de protéger la minorité, n'est-ce pas? Écoutez, je trouve que démocratiquement parlant, c'est la démocratie parce que l'opposition, les opposants s'expriment à tout moment, là où ils sont d'accord, là où ils sont pas d'accord, et personne ne les empêche. Mais il ne faut pas que l'opposition puisse ne pas vouloir entendre ce que la majorité dit. Parce que la majorité, ça veut dire majorité. Donc, c'est-à-dire que quand on est 18 et que vous êtes 7, eh ben, je suis désolée, l'union fait la force. Alors, puisque vous parlez de 7, on voit directement le G7 dont on se dit, d'aucuns se disent, s'il y a dialogue aujourd'hui, ça doit se passer entre le G7 et la MP. Si jamais le G7, enfin certains membres du G7 veulent revenir, parce qu'il y en a qui se sont mis dans l'opposition officiellement, d'autres qui ne se prononcent pas, d'autres qui y sont encore au milieu. Alors, donnons-leur d'abord le temps de savoir là où ils sont. Et si jamais ils ne sont pas dans l'opposition, ils doivent forcément être soit dans revenir dans la majorité, ou je ne sais pas s'ils vont être Mais si on n'est pas dans la indépendants. majorité, on est automatiquement dans l'opposition. La déclaration officielle, c'est juste un processus. Non, pas forcément. Il y a des gens qui sont parfois un peu au milieu. J'y crois aussi. Ok, donc on va dire comme ça que le chef de l'État est prêt à pardonner les frondeurs. Le chef de l'État, il pardonne des trucs incroyables que tu n'as pas idée. Et je crois que le chef de l'État, il le dit souvent parce que ça lui fait mal. Il n'est pas le chef de l'État de la majorité. Il est le chef de la République, le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Un très grand pays qui a beaucoup d'avenir et qui joue un rôle très important actuellement au niveau du développement de l'Afrique. Alors, faut pas réduire le chef de l'État à ce point. Je pense que c'est pas... Alors, que pensez-vous de la médiation internationale quant à ce forum ? Moi, je pense que parfois, ils ont des tendances un peu comme le vent. Ils plient là où le vent souffle, ils plient un peu. Bon,
Actuellement, ils sont pour ce dialogue. J'espère que... Est-ce qu'il faut absolument arriver à un consensus pour que ce dialogue se tienne? Alors, une frange de l'opposition pense que la médiation internationale arrangerait les affaires. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je pense pas. Je pense pas. Parce que quand on parlait de la médiation internationale, on voyait tout de suite Kobler. Aujourd'hui, Kobler est parti. Il sera remplacé par un Africain que le gouvernement attend de pied ferme. Est-ce que ce dernier est quand même favorable pour organiser et faire la médiation de ce dialogue? Puisque c'est personnellement, même s'il est africain, il est de Nations Unies. Il est africain, bon, ça n'a rien à voir. Le président américain aussi a des origines africaines. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense que le dialogue doit être national et je pense qu'il faut être nationaliste. Alors, on va parler de celui qui va remplacer Kobler, Maman Sambou Sidoukou, et que le gouvernement attend des pieds fermes pour finalement relancer la coopération entre la MONUSCO et les FARDC pour la traque des FDLR. Quel est votre avis là-dessus? Ben, j'espère qu'il sera plus ouvert et qu'il n'aura pas de parti pris comme l'a montré M. Kobler à certains moments. Il faut qu'il y ait vraiment... il faut qu'on nous envoie des personnes qui sont objectives par rapport à ce qui se passe à l'Est particulièrement. Comment caractérisez-vous l'objectivité? C'est par rapport à vos attentes, vous, du PPRD? Non, non, c'est par rapport aux attentes en général du peuple. Ça veut dire que sans la paix, sans cette consolidation au niveau de la République tout entière, les choses vont très lentement et nous, on voudrait que les choses aillent beaucoup plus vite parce qu'on a beaucoup de retard. Que pensez-vous du travail qu'a battu Kobler durant son mandat? Personnellement, bon, il a fait ce qu'il a fait, mais parfois, bon, il y a des positions qu'il a prises et qu'on n'a pas forcément... Nous vous reconnaissons le courage que vous avez su faire montre tout à l'heure en ce qui concerne le dossier Coutinho. Alors dites-nous, que pensez-vous du travail de Kobler? Martin Kobler est venu un jour visiter le marché de la Liberté. Oui. Alors ça m'a étonnée parce qu'en fait il n'a rien acheté. C'était à la veille, je crois, c'était à la veille du 17 mai, ou si c'était pas le 17 mai en question. Et il a acheté un petit truc qu'il a... on pensait qu'il n'avait rien acheté. Non, non, il avait acheté un petit truc, là, je crois que c'était du fil, là, quelque chose comme ça. Il a causé avec les gens, il était très souriant. Donc ça doit être un personnage sympathique à la base. Mais certaines positions qu'il a annoncées, je ne sais pas si c'était personnel ou si c'était venu d'ailleurs, n'ont pas forcément plu aux Congolais parce que nous, on cherche la paix, on cherche l'unité nationale et parfois les visions ne sont pas toujours celles qu'on attend. Mais vous pensez que là où Kobler, bien que le remplaçant de Kobler soit africain, vous pensez que là où Kobler a demandé à ce que les officiers congolais soient retirés parce qu'ils ont bafoué le droit de l'homme, et lui, Maman Sidoukou, va fermer les yeux là-dessus? Je ne sais pas, je ne veux pas supposer quelque chose que je ne sais pas. Mais c'est là où justement on a reproché à M. Martin Kobler d'avoir un peu usé des mots un peu forts. Et personnellement, je trouve qu'il faut quand même respecter les forces armées de la République du Congo. Dans les salons politiques, c'est-à-dire au niveau de la majorité, beaucoup pensaient que Kobler était finalement en train de jouer le rôle du président de la République. Est-ce que la présence de la MONUSCO gêne tel le parti au pouvoir, qui est le PPRD? Pas du tout, pas du tout. Nous, on cherche une franche collaboration. Je pense pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est lorsqu'il y a des prises de position qui vont à l'encontre du développement de la République. Là, je parle par exemple au niveau de la position de M. Martin Kobler par rapport au FARDC. Je suis désolée, mais c'est tout à fait normal, logique et c'est un droit que le gouvernement puisse répondre et se positionner par rapport à ça, parce qu'on est très fiers, on est très jaloux de cette souveraineté qu'on a acquis chèrement. Ok. C'est ça. Vous ne voulez pas de l'ingestion? Moi, je suis
pour des recommandations, mais des recommandations, on s'en fait, mais de là à entrer réellement et de donner des injonctions à un pays souverain comme la RDC, moi aussi je suis contre. Et j'apprécie parfois le ministre Mende, parfois avec un peu d'agressivité, il s'exprime et il défend. Le ministre Mende qui ne joue plus réellement son rôle de ministre de tutelle de médias, mais plutôt plus le rôle de porte-parole et du gouvernement et du président de la République. Bon, il faut lui pardonner parce qu'il l'a fait, il a joué ce rôle pendant un moment. Des fois, ça peut revenir dans des réflexes. Puisque le président ne parle pas, c'est bien qu'il parle à sa place. Non, je crois que le président parle beaucoup plus que vous croyez, mais pas forcément à la télévision comme certains. Alors, il s'exprime. Depuis un bon bout de temps, on compte de tueries à l'est du pays, d'où la MONUSCO est vraiment présente. Alors, d'après vous, comment juguler finalement cette question sans compter sur l'apport des étrangers? Bon, c'est pourquoi de toute façon nous acceptons cette cohabitation, parce que on se rend compte que seul c'est un peu compliqué, parce que au niveau de l'est du pays, au niveau même du Tanganyika, au niveau du Katanga, il y a énormément à faire à ce sujet, parce que les groupes de rebelles sont très nombreux et ils viennent de là, ils viennent de là, ils viennent de là, avec des antécédents parfois historiques. Et c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Personnellement, je trouve que les FARDC se sont impliqués ces 2-3 dernières années et qu'on a réellement réduit l'insécurité qui règne dans cette partie de la République. Et c'était avec le concours de la MONUSCO. C'est avec le concours de la MONUSCO. Mais parfois, c'est sans le concours de la MONUSCO. On aime bien dire avec le concours de la MONUSCO. Mais parfois, c'est sans le concours de la MONUSCO. Ça aussi, il faut le préciser. Alors, vous pensez qu'on peut finalement juguler la question de l'insécurité à l'est du pays sans compter sur les autres, sur les étrangers? Non, quand il s'agit de paix, comment faire tout le monde. Quand il s'agit de paix, on doit compter sur tout le monde et tous ceux qui sont là pour nous aider à restaurer cette paix. Je crois que le chef de l'État l'a toujours dit. C'est quelque chose d'important, c'est primordial pour le développement du pays. Alors on a fini, l'émission est finalement à la fin, mais vous êtes femme. On ne peut pas s'en passer de poser la question sur les femmes. Bientôt, ce sont les élections. Est-ce que les femmes sont finalement mobilisées? Vous êtes femme, est-ce que vous avez pensé à vous présenter quelque part, soit à l'élection provinciale, pourquoi pas à l'élection présidentielle, hein? Merci. Comment voyez-vous l'évolution de la femme en politique? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes candidates. Par exemple, aux élections provinciales, j'étais très contente de voir qu'au niveau du marché, on a à peu près 4 ou 5 femmes qui sont candidates, soit du PALU, soit du PPRD. Il y en a même indépendantes. Donc, il y en a aussi de l'opposition. Chez moi, non. Chez moi, j'en ai pas vu dans des partis de l'opposition. Et pourtant, il y a les CID qui est venu faire un tour chez moi pour essayer peut-être de recruter ou de faire de... Bon, ils n'ont pas pu bien travailler parce qu'il faut comprendre que... Parce que vous leur avez mis des bâtons sur... Pas forcément, mais ils n'avaient pas de documents officiels, alors on a dû quand même... les encadrer. Mais quand il s'agit du PPRD et PALU, vous fermez les yeux là-dessus? Non, pas du tout. Le PPRD est un parti politique qui respecte énormément les règles, donc Mibeko, quoi. Hein, Mibeko, hein. Quand il faut écrire, avoir des autorisations, on les obtient. Facilement. Magic, c'est un point de vue, c'est un point de vue. Moi, on m'a déjà refusé une marche que j'avais demandé. Vous croyez quand même à l'évolution de la femme au sein de la politique? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et mais vous pensez également qu'elle a un rôle primordial à jouer dans ce processus électoral, surtout dans cette situation que traverse la RDC? Oui, il faut laisser les femmes s'exprimer, il faut qu'elles y aillent, parce que les femmes parfois peuvent apaiser des situations qui paraissent peut-être extrêmement graves, et puis
entre les mains des femmes, vous voyez, c'est différent. Je les encourage infiniment. Non seulement à se présenter, pas seulement pour être à la députation, pas forcément pour ça. Mais à se présenter à tous les niveaux. Ah oui, à tous les niveaux. Okay. À tous les niveaux. Surtout au niveau du management. Je trouve que la femme excelle dans le management. Alors, une dernière question. Les femmes ont été victimes de représailles de Brazzaville. Et aujourd'hui, Brazzaville qui ira au référendum ce 25 octobre, on va dire comme ça que Kabila est en train d'envier. C'est ça? Je crois pas du tout. Même pas. Même pas. Alors, merci madame d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous êtes prête à l'exercice et vous en êtes sortie. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous de nous avoir prêté votre temps pour suivre cet entretien qui reviendra pour vous demain 7h15, mais également le vendredi à 22h30. Je vous retrouve la semaine prochaine à 20h30. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout restez avec nous sur Bio1.